Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau récap info. Comme moi, pour venir travailler aujourd'hui, vous êtes peut-être monté dans un bus ou dans un tram. Comme moi, vous avez acheté un titre de transport. Comme moi, vous l'avez bien évidemment validé. Mais figurez-vous qu'ailleurs en France et même à l'étranger, ça ne se passe pas toujours comme ça. Certains usagers peuvent utiliser les transports collectifs gratuitement. On va en parler avec mon invité puisque je reçois aujourd'hui le rapporteur de la mission d'information sur la gratuité des transports collectifs avec ce sous-titre « Fausse bonne idée ou révolution écologique et sociale des mobilités ?» point d'interrogation. Mission qui a rendu son rapport fin septembre. Guillaume Gontard, bonjour. Bonjour. Et vous êtes sénateur de l'Isère depuis 2017. Et vous êtes rattaché au groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Et vous êtes vice-président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Alors, si vous le voulez bien, on va donc commencer par parler de ce rapport sur la gratuité des transports publics. Et puis, comme chaque semaine, nous reviendrons également sur d'autres sujets traités ces derniers jours, au Sénat ou pas, et puis dans l'actualité locale. Alors, en misant sur la gratuité des transports collectifs, visiblement, votre groupe a fait une bonne pioche. Vous avez reçu pas moins de 10 500 contributions. C'est un sujet porteur. C'est ça. C'était une des raisons pour lesquelles on avait proposé cette mission d'information, à la fois l'approche des élections municipales, et on sait que c'est un sujet, et on le voit d'ailleurs à l'heure actuelle, que de nombreuses villes, de nombreuses équipes municipales ou en devenir, en tout cas, avaient envie de travailler sur cette question-là, et donc ça nous paraissait le moment venu pour vraiment se pencher, prendre de la hauteur aussi sur cette question, et c'est vraiment le but de ce rapport et de cette mission. Et c'est vrai qu'au Sénat, je crois qu'on a quasi le record en fait des contributions sur le site du Sénat avec plus de 10 500 réponses. Et donc on voit que c'est un sujet qui intéresse tout le monde, cette question de la gratuité, la question plus généralement des mobilités, de comment on se déplace, de la manière de se déplacer et surtout de ce besoin de se déplacer. Et donc de la question en fait de la mobilité, est-ce que c'est un besoin universel? Est-ce qu'on doit le permettre à tout le monde? Et donc c'était le sujet de ce rapport. Et puis aussi surtout de sortir des idées préconçues, des idées toutes faites qu'on pouvait avoir sur la gratuité, parce que c'est vrai qu'on s'est très vite aperçu, et moi le premier, quand on parle de gratuité, on est pour, on est contre, et je dirais qu'il n'y a pas d'alternative, et on a des idées très, très fortes sur le sujet. Moi, j'ai un avis, et j'ai toujours un avis très favorable sur cette question de la gratuité. Je pense que c'est un outil, et on verra, un outil qui fonctionne et qui a fonctionné dans une trentaine de villes en France. Mais c'est vrai que ce n'est pas le seul outil en matière de mobilité, et surtout ça ne doit pas devenir à lui seul une politique du transport et de la mobilité. Et donc c'est quelque chose qui doit se prendre dans un ensemble, dans une réflexion d'ensemble sur l'aménagement du territoire, sur la question des déplacements dans le territoire. Alors quand on parle de transport collectif, on parle de quoi? De bus, de tram, de train? On parle de l'ensemble des transports qui sont effectivement collectifs, même si la mission s'est aussi beaucoup intéressée, parce que ça c'était une vraie question, et notamment au Sénat, sur la question de la ruralité, sur la question des zones où justement il n'y a pas de transport collectif, et je dirais où il n'y en aura pas, puisque quand je suis élu d'une commune de 170 habitants, je sais que je n'aurai jamais de tramway ou de ligne, stable et directe. Par contre, il y a des possibilités de travailler sur les mobilités dans ces zones rurales, qui ne sont peut-être pas du transport en commun. Mais là aussi, la question de la gratuité peut être intéressante. On a l'exemple de la commune de Mins, dans le Trièves, qui a mis en place de l'autopartage. C'est un moyen de travailler sur cette mobilité en zone rurale, qui est un essai sur la commune de Mins. Mais on pourrait se poser la question de la gratuité dans un premier temps pour favoriser, pour permettre ce changement d'habitude des habitants pour utiliser cet autopartage par exemple. Et donc ça c'est aussi quelque chose qu'on a abordé dans le rapport. Alors dans cette mission, comment avez-vous procédé? Vous avez fait deux groupes, ceux qui ont déjà mis la gratuité en place et puis ceux qui aimeraient bien la mettre en place. C'est pas tout à fait ça, c'est qu'on a consulté l'ensemble des collectivités, bien sûr la trentaine de collectivités qui ont mis en place la gratuité dans leur commune ou dans leurs autorités organisatrices de transport, et puis également solliciter des collectivités qui n'ont pas mis en place la gratuité, qui ne souhaitaient pas la mettre en place, mais aussi celles
qui l'ont mis soit partiellement, soit qui ont travaillé aussi sur des tarifs sociaux, sur des tarifs spécifiques, parce que c'était aussi intéressant, puisque quand on parle de gratuité, on pense souvent à la gratuité totale, mais il y a aussi des gratuités à la fois gratuité le week-end, on voit à Grenoble aussi de la gratuité en zone de pollution, pour permettre de prendre le transport dans ces périodes de pic de pollution. On peut avoir de la gratuité aussi en fonction des classes sociales, de l'âge, du quotient familial. Donc on a différents systèmes et différentes organisations sur le territoire, et c'était important d'avoir ce balayage et cette vision de ce qui se passe sur notre pays en termes de transport. Alors pour les communes qui appliquent la gratuité totale, sont plutôt des petites communes? Des petits territoires, des petits réseaux? Alors tout dépend de ce qu'on appelle petit. On a quand même l'agglomération de Dunkerque qui est 120 000 habitants. C'est le plus grand. Qui est le plus grand et le plus récent. C'est pas forcément petit. Châteauroux qui doit être à, je crois, 90 000 habitants. Mais c'est vrai qu'on a l'exemple d'Aubagne. On est plutôt sur des collectivités plutôt réduites. Mais surtout aussi sur des réseaux de transport assez simples. C'est-à-dire, en général, c'est le bus. Le cas de Aubagne, où on a du tramway, mais avec une seule ligne de tramway. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'exemple de gratuité sur notre pays, où on a du tramway, du métro, du bus, et un système très dense de réseaux. Et souvent, là où ça fonctionne, on l'a vu pour Dunkerque, on l'a vu pour Châteauroux, c'était en fait des réseaux qui fonctionnaient mal ou peu. Et donc, je crois que c'est le maire de Châteauroux qui disait, en gros, on transportait des sièges vides. Et qu'au lieu de transporter des sièges vides, ils se sont posé la question de comment redonner cette envie au transport en commun, comment faire en sorte que des gens reprennent le transport en commun. Et là, l'outil gratuité a été efficace et fonctionne clairement, puisque sur Dunkerque, c'est une augmentation de plus de 80%. Je crois qu'on arrive à plus de 150% le week-end. Et donc là, oui, il y a eu un vrai effet levier pour faire revenir des gens qui n'utilisaient pas, n'avaient plus pas l'envie, ou en tout cas pas l'habitude, parce qu'on parle aussi vraiment sur ces questions d'habitude. Et faire changer des habitudes, c'est jamais simple. Et de dire à quelqu'un, il faut peut-être, il y a un bus est en place, il faudrait laisser ta voiture et peut-être prendre le bus, c'est jamais simple. Et donc là, c'est un vrai atout. Et la gratuité, là, a vraiment du sens et a eu des effets très positifs. Alors justement, vous parliez de laisser sa voiture. Pour les responsables des réseaux qui font le choix de la gratuité, c'est dans quel objectif? Est-ce que c'est d'abord ça, le premier objectif? Et puis, est-ce que ça fonctionne? Sur la question de la gratuité, il y a plusieurs objectifs et c'est dans le titre du rapport. Il y a un objectif social, c'est-à-dire de dire comment on fait en sorte que des gens qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas accès à la mobilité pour des questions financières, faire en sorte qu'ils puissent en avoir accès. Il y a eu une étude, je crois, qui disait que 41%, alors je le dis vraiment de mémoire, des gens qui déclaraient en fait avoir renoncé à des déplacements pour des raisons financières. Et même quand on a des tarifs assez bas en termes d'abonnement, on s'aperçoit que même un tarif assez bas de 30, de 40 euros par mois, ça reste très élevé pour une certaine partie de la population et que souvent ces gens-là font le choix de ne pas prendre d'abonnement, d'utiliser juste des tickets. Et en fait, du coup, le coût du transport devient encore plus élevé pour eux. Et donc, la gratuité répond clairement à ça, c'est-à-dire d'avoir cet accès. Et on le voit à Dunkerque où ça a clairement fonctionné, des populations qui ne se déplaçaient pas, et du coup ça permet aussi qu'elles se rendent plus facilement en centre-ville, ça permet aussi de dynamiser le centre-ville et donc d'avoir un nouveau rapport aux mobilités. Et puis c'est un accès beaucoup plus simple, on voit un bus, les portes s'ouvrent, on monte dedans, on n'est pas obligé de courir après un ticket. Ça c'est évident que au-delà de la gratuité, c'est l'accès libre et ça c'est quelque chose qui est assez fantastique. Pour y être allé à Dunkerque et avoir fait cet essai, d'arriver en train, de sortir, de monter dans le bus, en plus des bus très colorés avec des thématiques par bus, parce qu'il y a ça aussi qui a été travaillé à Dunkerque, c'est redonner envie au transport et de dire ça peut être sympathique de prendre le transport en commun. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez étonnant, je dirais, la première fois de monter, de ne pas se poser de questions, mais de plutôt agréable et surtout avec une vraie... je trouve qu'il y a aussi une question de lien social, parce qu'il y a un vrai brassage dans les bus sur Dunkerque. Donc vraiment quelque chose de particulier qui se passe. Alors, l'usage de la voiture, on y revient. Est-ce que ça réduit l'usage de la voiture? Est-ce qu'en tout cas, c'est la volonté des réseaux qui passe à la gratuité? Et puis, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne, on l'a vu, puisque la plupart des villes qui l'ont mis en place, je l'ai dit, on a eu vraiment un effet levier sur
des gens qui viennent prendre le transport. Après savoir, et ça c'est la vraie question, de savoir est-ce qu'on va chercher des gens qui étaient en voiture, qui ont laissé leur voiture et qui sont montés dans le bus ou dans le tram, ou est-ce qu'on va chercher, c'est ce qu'on nous dit souvent, on va chercher des gens qui marchent ou qui font du vélo, et donc du coup, de manière écologique et environnementale, on n'a pas d'impact. Ça, c'est une des choses qu'on a essayé de regarder. Ce qu'on s'est aperçu, c'est de manière générale, sur la question de la gratuité, il y a très peu d'études précises et très peu de retours d'expérience réelle. C'est-à-dire, prenons l'exemple de Châteauroux, on a mis en place des études très claires sur qui on est allé toucher, qui on est allé chercher en termes de transport. On a très peu de retours. Dunkerque a mis ça en place, a sorti une première série d'études. Ça serait intéressant que ça se continue, parce que pour voir 2 ans après, 3 ans après, etc. Et c'est pour ça que dans le rapport, on demande à ce qu'il y ait un observatoire de la gratuité et de la mobilité qui se mette en place à l'échelle de notre pays, pour justement avoir à la fois une veille et pouvoir avoir des vrais chiffres et qu'on puisse se baser sur la réalité des choses. Parce qu'après, on a des études universitaires, des recherches qui nous disent oui, on va chercher des cyclistes, les gens vont arrêter de faire du vélo parce que c'est gratuit. Moi, personnellement, j'ai des vrais doutes, et on en parle d'ailleurs dans le rapport. Je prends juste l'exemple de Grenoble. On est d'une première ville à avoir une tarification sociale, avoir un coût assez bas, avoir des abonnements très bas. Et pourtant, ça n'a pas du tout empêché une explosion de l'utilisation du vélo. Et donc on voit bien qu'il n'y a pas de lien à ça. C'est-à-dire que des gens qui font du vélo, qui est quand même le premier transport, parce que c'est ce qu'il faut dire aussi, c'est que la marche à pied, le vélo, c'est le premier transport gratuit, et que c'est bien évidemment que c'est ce type de transport qu'il faut aussi d'abord valoriser. Mais moi, je ne crois vraiment pas au fait que quelqu'un va arrêter son vélo, arrêter de prendre son vélo parce qu'il y a la gratuité. Je pense bien au contraire, parce qu'on est de la multimodalité et que quelqu'un va prendre son vélo, utiliser les transports. Ça va lui permettre de pouvoir utiliser les transports plus facilement quand il pleut, quand il fait froid. Et donc, au contraire, ça va permettre l'utilisation plus vaste de toutes ces différentes formes de mobilité. Alors, imaginons, j'habite à 30 km de Grenoble. La seule façon pour moi de venir en ville, c'est de prendre ma voiture, de dépenser de l'essence ou du gasoil. Et parce que j'ai un bus le matin, un bus le soir, et de toute façon, il est bondé. Franchement, la gratuité, c'est pas ma priorité. C'est sûr, c'est ce qu'on a vu aussi. C'est un outil qui doit se voir dans un ensemble. On a eu des études sur Marseille, sur l'Île-de-France, sur Lyon aussi, sur l'agglomération lyonnaise. Si on prend l'exemple de l'Île-de-France, pour avoir pris quelques fois la ligne 13, où il peut y avoir 4, 5 métros qui passent, qui sont archi-bondés, où je dirais que le voyage n'est pas forcément une partie de plaisir, je pense qu'évidemment, la gratuité n'est pas la priorité, et que c'est bien l'augmentation de l'offre, l'augmentation d'avoir plus de métro, d'avoir aussi d'autres moyens de se déplacer pour désengorger. Donc là, on est vraiment sur la question de l'offre, et c'est sûr que tant qu'on n'aura pas résolu cette problématique de l'offre, ça sera difficile de mettre la gratuité en place. Mais c'est difficile en tout cas, il ne faut pas opposer les deux. Vous parliez de quand on est à 30 km ou 40 km d'une ville, si on est à 40 km de Grenoble, comment on peut se déplacer? C'est vrai que c'est compliqué, je le connais pour habiter dans le Trièves et de prendre la ligne de train Grenoble-Veynes, très utile, dont on parlera après. Mais on a des exemples de collectivités. Il y a une communauté de communes de 30 000 habitants à côté de la métropole de Nancy, qui avait mis en place des bus réguliers pour se rendre justement sur la métropole et ensuite utiliser le réseau de transport. Ils se sont aperçus que c'était moins de 20 000 passagers par an. Parce que les gens n'avaient pas l'habitude, parce que ça ne fonctionnait pas. Et là, on allait clairement chercher des gens qui utilisaient leur voiture. Ils ont mis en place la gratuité. Ça a été un vrai choix financier, un vrai enjeu. Ils sont aujourd'hui à ils approchent les 400 000 personnes transportées par an. Donc on voit que là, il y a un effet très positif, et ensuite ces personnes vont intégrer le réseau de la métropole, qui lui d'ailleurs reste payant. Mais là, on voit que la gratuité a un effet très positif, et notamment sur l'abandon de la voiture pour se rendre justement dans une métropole. Alors, les finances, justement, suivant les réseaux, la part des usagers peut représenter un pourcentage important de l'autorité organisatrice. Qui dit gratuité dit que cette manne financière, le réseau ne l'aura pas.
C'est sûr que c'est une question, une vraie question. Quand on parle de gratuité, forcément, on parle de comment on finance cette question des transports et de manière plus large. Juste redire que la question du financement des transports est de toute façon une vraie question. On l'a vu dans le texte sur la loi mobilité qui est passée au Sénat puis à l'Assemblée très récemment. La question du financement reste une question dont on se pose encore parce que si on prend l'exemple du réseau francilien, ils annoncent des hausses de 30% de fréquentation. À l'heure actuelle, on ne sait pas comment financer justement l'offre pour ça. Donc, de toute façon, quel qu'il en soit, que ce soit avec la gratuité ou pas, la question du financement se pose. Parce qu'il faudra aussi améliorer le réseau. Ensuite, si on reste dans un financement tel qu'il est, bien sûr que quand on enlève la part payée par l'usager, plus cette part est élevée, plus c'est difficile de mettre en place la gratuité. Le cas de Dunkerque, où on avait un réseau faiblement utilisé, forcément la part des usagers était faible, et donc beaucoup plus facile de mettre en place la gratuité. Le cas de Châteauroux est à peu près identique, en plus avec un versement transport qui était important, c'est le versement qui est fait par les entreprises. Qui était important. Donc, beaucoup plus facile et puis je dirais logique de passer à la gratuité. C'est beaucoup plus compliqué sur un réseau comme un réseau sur Grenoble, sur Lyon, où on a une part des usagers qui reste important, un versement transport qui n'est pas forcément très élevé. Et donc oui, il y a une vraie question du financement de ces transports. Mais encore une fois, je pense qu'il faut se poser la question de où est-ce qu'on place la mobilité. Est-ce que c'est un droit universel ou pas et donc un vrai choix politique. Alors, vous parlez dans votre rapport, parmi vos préconisations, du rapport avec le numérique qui peut bouleverser les usages. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, peut-être avec le covoiturage, ce genre de choses. Bien sûr, alors, il y a la question du numérique, on parle des voitures connectées, des voitures autonomes, des véhicules autonomes, qui pose d'ailleurs la question, parce que le titre du rapport, c'est la gratuité des transports. Oui, mais à quel prix ? Parce qu'il y a eu aussi cette question-là, c'est de se dire, les GAFA, Google, etc., se sont emparés de cette question des véhicules autonomes. Et on peut avoir aussi une dérive d'avoir des véhicules autonomes avec un accès gratuit, mais qui sera financé par l'achat de données, par de la publicité, et on voit toutes les dérives qu'il peut y avoir à travers ce fonctionnement-là, et donc se poser aussi la question de cette gratuité, justement, où est-ce qu'on est prêt à aller pour l'obtenir. Donc ça, c'est aussi une vraie question qui se pose dans ce rapport. Et puis la vraie aussi conclusion de ce rapport, c'est de se dire que c'est un outil qui est pris dans son ensemble, mais qui doit aussi poser la question, parce que s'il y a un droit à la mobilité, il y a aussi un droit à la démobilité. Et donc le fait de réfléchir et de se dire comment on peut aussi moins se déplacer, pour mieux se déplacer, c'est-à-dire comment on fait en sorte que l'emploi soit plus proche, télétravail par exemple avec le télétravail, mais aussi sur l'organisation du territoire. Quand on fait un centre commercial à 15-20 km d'un bourg, c'est sûr qu'on crée de la mobilité. Quand on supprime des services publics, quand on supprime la poste, quand on supprime des trésoreries sur un territoire, et qu'on les reporte sur la ville-centre, on crée des mobilités. Donc il y a ça aussi à réfléchir, et c'est tout un ensemble. Alors la mobilité, c'est aussi le dada, même si pour l'instant le transport à cheval n'est pas prévu. Des représentants de la grande région grenobloise, on en a parlé, ils ont lancé cette semaine une grande enquête mobilité. Objectif, interroger 7500 ménages représentant les 800 000 habitants de ces territoires pour mieux répondre justement à nos besoins. C'est la 8e enquête mobilité que nous réalisons dans le territoire. C'est un recensement qui est d'importance et qui permet de comparer dans le temps, de comparer dans l'espace avec les autres territoires aussi, mais d'alimenter toute la réflexion du syndicat mixte, mais de l'ensemble des partenaires de l'enquête, la région, le département, le Voironnais, le Grésivaudan, l'établissement public du SCOT, la métropole et les 12 intercommunalités qui se sont associées à cette enquête de façon à nous aiguiller dans les projets d'infrastructure, de transport collectif, de transport individuel, les projets d'aménagement, les projets de services de mobilité, que ce soit sur le ferroviaire, sur l'urbain, sur l'interurbain, et tous les nouveaux services que nous imaginons autour du vélo, autour du covoiturage, le télétravail, la question des nouveaux carburants, GNV électriques demain. C'est tous vos besoins
qui vont permettre aux collectivités de constituer les projets répondant à votre besoin pour réussir la transition, vous permettre de gagner en liberté, en pouvoir d'achat. C'est ça l'enjeu de la transition des déplacements. Partir de vos besoins, c'est une condition nécessaire pour qu'on soit au rendez-vous. Alors, les ménages tirés au sort recevront un courrier. Cette enquête doit se poursuivre jusqu'en avril 2020. Les résultats devraient être connus en décembre. Ça va dans le bon sens pour vous, Guillaume Gontard? Bien sûr, il me semble que de vraiment partir des besoins, de savoir quelle est la perception de nos concitoyens sur ces questions de mobilité, et qui est forcément différente quand on habite au cœur de l'agglomération grenobloise ou quand on habite à 30 ou 40 km. Et donc ça, c'est vraiment important. À chaque fois qu'il y a eu des études de ce type-là, on s'aperçoit que la mobilité est souvent dans les premiers thèmes cités par les habitants, et que c'est vraiment une vraie problématique. Souvent devant l'emploi, devant la sécurité, etc. C'est vraiment la manière de pouvoir se déplacer et comment on se déplace. Parce que c'est vrai que si on fait un peu le compte, le temps qu'on peut passer dans les transports, dans une journée et dans une vie est quand même très important. Donc c'est vraiment une question qui est au cœur. Alors on va rester justement dans le domaine des transports avec le train Grenoble-Veynes-Gap. Arrêt de la ligne, finalement coup de main de l'État qui semble maintenant reculer. On ne comprend plus très bien, on en est où? C'est ça, on ne comprend plus très bien. Peut-être déjà parler des points positifs, parce que c'est toujours mieux de commencer par le positif. Déjà, cette ligne, elle est indispensable. C'est vraiment la colonne vertébrale jusqu'à Gap, qui à la fois permet de relier des territoires, mais qui permet aussi de les desservir. Et quand on parlait de mobilité, là, on est clairement au cœur. C'est-à-dire qu'à partir de cette colonne vertébrale, on peut organiser toutes les mobilités sur l'ensemble des villages, des zones rurales, etc. Donc, on a un vrai intérêt sur cette ligne. Elle fonctionne. Et je dirais, même si le service n'est pas complètement satisfaisant, elle est indispensable pour un certain nombre de personnes. Et ça, que ce soit Elisabeth Borne, que ce soit M. Djebari, ou que je vois à l'image, en sont, je pense, conscients. On attend toujours un rapport qui était pourtant le rapport qu'on nous fait miroiter, du préfet Philizot, qui a été commandé par Elisabeth Borne sur cette question des dessertes quotidiennes. Moi, j'ai pu rencontrer ce préfet Philizot. On a pu discuter avec vraiment un vrai intérêt sur cette ligne. Je pense que des réponses sur la manière de faire évoluer cette ligne. On nous avait annoncé ce rapport au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août. Là, on est toujours dans l'attente. Donc, c'est vrai qu'il y a un flou et qui, je pense, n'est pas pour moi de bon augure. Vous êtes plutôt pessimiste? Et puis, on a, par contre, encore quelque chose de positif, c'est que pour pouvoir faire en sorte que la ligne ne ferme pas, puisque quand même, on est là à se dire que cette ligne, s'il n'y a pas de travaux, s'il n'y a pas d'intervention, 2020, c'est la suspension, et une suspension qu'on nous annonce pour 2-3 ans. Donc, en gros, autant dire une fermeture. Si on ne veut pas qu'il y ait cette suspension, il faut investir. On nous parle de 18 millions pour pouvoir faire en sorte que ces trains puissent continuer. Un vrai intérêt à faire perdurer cette ligne aujourd'hui et maintenant, c'est on a des travaux importants sur la 1075. Donc des problèmes de trafic qui vont perdurer. On a le train de nuit pour Briançon qui pourrait utiliser cette ligne pendant que des travaux vont être faits. Donc on a un vrai intérêt structurel à conserver cette ligne et à faire en sorte qu'elle puisse continuer. On nous annonce 18 millions. Ces 18 millions, on les a. Que ce soit l'État qui dit qu'il va mettre 10 millions, la région 6, la métropole qui dit qu'elle en mettra 2. Donc, on est quand même dans une situation, je dirais, rêvée, où l'argent est là, les acteurs locaux et politiques, tout confondus, sont tous d'accord. Et on nous dit, ah ben non, c'est pas possible parce que SNCF Réseau ne peut pas lancer les travaux, etc. Je pense qu'on est quand même dans quelque chose qui est quand même assez déconcertant et que là, on attend vraiment une réponse très forte du gouvernement parce que moi, je dis quand même qu'on a voté une loi ferroviaire il y a un peu plus d'un an et je me souviens qu'on pointait du doigt ça. C'est-à-dire qu'on a mis SNCF Réseau dans cette situation-là. Et donc, il faut que là, l'État soit très ferme sur cette question-là et de dire, voilà, on a un contrat de plan État-région, l'argent est là, maintenant, il faut avancer là-dessus. Et c'est vraiment indispensable pour nos territoires et pour toutes les raisons auxquelles j'ai pu dire. Et puis, ce que je constate aussi, c'est que quand on veut, on peut. Quand le département fait le choix de mettre son argent sur le routier,
qui d'ailleurs peut être une vraie réflexion hein, sur l'évolution et la transition qu'on veut mettre en place. Mais quand il veut mettre son argent sur l'aménagement du routier, il est capable de dire à l'État, si vous n'y allez pas, moi j'irai tout seul et je mettrai 50 millions. Donc je pense qu'on a une vraie responsabilité politique d'être très ferme et de dire maintenant, ça suffit, il faut attaquer ces travaux, c'est indispensable pour l'ensemble de nos territoires. Ou alors, il ne faut plus que Emmanuel Macron nous parle d'écologie, de développement durable, etc. Parce que là, on est sur quelque chose, sur du pratique, et c'est ça dont on a besoin. Alors une liaison ferroviaire qui est à l'avance, c'est le Lyon-Turin. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est rendu dans le Piémont il y a quelques jours à l'invitation de son homologue italien. On va regarder un reportage de nos confrères de 8 Mont-Blanc et on en reparle après. C'est une rencontre que l'on peut qualifier d'historique. Alberto Cirio, président de la région du Piémont, reçoit son homologue d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, soit les deux territoires les plus concernés par le Lyon-Turin. Longtemps considéré comme un sujet sensible en Italie, le Lyon-Turin est désormais acté, comme l'a annoncé Giuseppe Conte, le président du Conseil des ministres. Cette fois, c'est officiel, le Lyon-Turin va voir le jour. Et pour nous, Piémontais, c'est une excellente nouvelle. Notre région va devenir un véritable corridor méditerranéen. De Lisbonne à Kiev ou de Gênes à Rotterdam, tous les chemins passeront par le Piémont. Pour nous, cette liaison n'est pas seulement importante, mais elle est fondamentale et vitale, car le futur de notre région et de notre pays dépendra du Lyon-Turin. Désormais, on peut dire que le Lyon-Turin est enfin sur les bons rails, une décision qui ravit forcément le président de la région Aura, fervent défenseur de la future liaison transalpine. La grande satisfaction, c'est que la bataille est gagnée. Aujourd'hui, le Lyon-Turin est irréversible. Et surtout, moi, je ne comprends pas ceux qui s'opposent à ce projet. Si vous défendez l'écologie, il faut défendre le Lyon-Turin. On n'en peut plus des camions dans nos vallées. Donc l'objectif, c'est de prendre les camions, de les mettre sur le chemin de fer, de s'en débarrasser et de dépolluer nos vallées. C'est ça le Lyon-Turin. Cette visite de Laurent Wauquiez en terre piémontaise dépasse le simple cadre ferroviaire, puisque les deux régions ont décidé de s'unir pour développer une stratégie Alpes vertes. Turin est leader sur tout ce qui est l'hydrogène. Grenoble, la Savoie, la Haute-Savoie, on est leader sur tout ce qui est l'hydrogène. L'objectif, c'est de se mettre en commun et de faire progresser cette énergie du futur qui permettra d'avoir des voitures qui ne polluent pas. On va mettre nos programmes en commun pour essayer d'être plus forts. Et donc l'objectif, c'est vraiment de poser les bases d'une stratégie européenne alpine commune entre Piémont et Auvergne-Rhône-Alpes. Avec l'avancement du chantier du Lyon-Turin et cette convention Alpes vertes, ce sont donc deux nouvelles étapes de franchie dans le processus de coopération entre les deux pays. Alors pour Laurent Wauquiez, les écologistes n'ont plus aucune raison de râler. On se demande même s'il n'est pas passé du côté dans le parti Europe Écologie Les Verts. Est-ce que c'est votre avis aussi, le Lyon-Turin, c'est un projet écologique ? Oui, bah ça c'est, on va dire, un discours à la mode, mais moi je voudrais revenir à, parce que le Lyon-Turin, pour, contre, moi c'est surtout de me dire qu'est-ce qu'on souhaite. Laurent Wauquiez l'a dit, on souhaite mettre des camions sur les trains, on souhaite éviter qu'il y ait trop de pollution dans cette vallée, et je dirais partout dans notre pays, et d'avoir des transports plus écologiques. Aussi peut-être réfléchir à avoir moins de transports et à relocaliser, parce que ça c'est aussi important, c'est comment on fonctionne et comment on produit, on pourrait parler d'alimentation, etc. Mais en tout cas c'est cette question de comment on pollue moins et comment on transporte mieux, et donc à travers le ferroviaire. Et qu'est-ce que je constate? C'est qu'actuellement on est à moins de 9% de marchandises qui sont transportées par le train, qu'on est entre 2010 et aujourd'hui, on a baissé de 40% le fret ferroviaire, qu'on n'a pas de politique ferroviaire. Mon groupe a porté des débats au Sénat sur la question du ferroviaire, on a déposé des amendements dont certains ont été adoptés pour vraiment travailler sur une vraie politique du ferroviaire qu'on n'a pas en France. Hier, SNCF Fret a annoncé 200 emplois en moins. Donc, on est à l'inverse de ce qu'il faudrait faire sur le ferroviaire. Alors on nous dit, on va mettre 26 milliards, et puis ça sera certainement plus, parce qu'on sait que sur des projets comme ça, en général, on ne va jamais vers le moins. On va mettre 26 milliards, ça va être formidable, et puis tous les camions comme ça, du jour au lendemain, vont monter sur les trains, et puis voilà. Je me dis juste, est-ce que c'est la bonne méthode, et est-ce qu'on commence par le bon bout? Est-ce qu'on ne doit pas retrouver une habitude du fret sur notre pays? Est-ce qu'on ne doit pas commencer par les accès? Est-ce qu'on ne doit pas faire monter en puissance actuellement la ligne existante et puis se dire, bah oui, si vraiment ça fonctionne,
on aura tout loisir d'améliorer cette desserte. Moi, je voudrais dire Perpignan-Rungis, du fret, d'amener des fruits et légumes. On est capable de dire ah ben non, on arrête, maintenant ça sera 25 000 camions en plus sur la route. Donc moi je veux bien tous les beaux discours, ce ripollinage vert là, comme nous fait Laurent Wauquiez, c'est très sympathique, mais on voit bien qu'on va à l'inverse de ça. Donc moi je veux déjà qu'on parle et qu'on travaille sur le fret. On est dans une zone, dans un secteur industriel avec la zone de Jarry. Je demandais, il me semble qu'il y a quelques années, on était à plus de 60% de trains qui partaient de fret qui partaient de ces zones-là. Je crois qu'on est descendu à moins de 30%. Donc c'est clairement là-dessus qu'il faut travailler. Et puis moi je voudrais dire que ces 26 milliards qu'on nous annonce, formidables, alors c'est pas nous, hein, c'est l'Europe, voilà, ça reste de l'argent public. Il y en aura de toute façon une partie française. C'est de l'argent qui ne sera pas mis sur toutes ces dessertes du quotidien. On parlait de la ligne Grenoble-Vent-Gap. On manque d'argent. On parlait, mais on peut le voir sur toute la France. Et Elisabeth Borne, moi je regrette parce qu'elle est en train de changer son discours, alors que je sais qu'elle n'y croit pas à ce Lyon-Turin, dont en tout cas dans la manière dont il est amené. Parce que qu'est-ce qu'elle nous a dit quand on a abordé la loi LOM, c'est de dire il faut arrêter ces grandes lignes, ce TGV partout. Il faut travailler sur les lignes du quotidien. On a un déficit d'entretien de l'ensemble de notre ligne sur le territoire et la priorité, elle est là. Et donc, moi, je pense que faire de la politique, c'est de mettre en place des priorités. C'est ne pas de croire à des projets gigantesques en croyant que ça va tout régler. C'est vraiment de faire de la politique de terrain. Et là, la politique de terrain, c'est déjà de travailler sur une politique du fret à long terme, bien sûr d'aménager des lignes, aménager la ligne existante, faire monter en puissance ce fret, et elle est là l'urgence. Juste pour terminer, on a eu le rapport Duron qui nous disait, il y a quelque temps au Sénat, qui était un rapport sur les grandes infrastructures, et qui annonce quand même, et qui prévoit, et pour l'instant Elisabeth Borne n'est jamais revenue, en nous disant les accès pour Lyon-Turin, ça ne sera pas avant 2038. Donc, ça veut dire qu'on va balancer 26 milliards d'euros et puis on ne sait toujours pas comment on fera concrètement monter des camions sur les trains. Alors, puisque vous êtes passé par le Sénat, on va y retourner. Il y a quelque temps des discussions sur le projet de loi sur l'économie circulaire. Vous défendiez un amendement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors sur les communes, je n'ai pas défendu qu'un amendement, parce qu'on a défendu énormément d'amendements, je crois plus d'une centaine, avec une certaine satisfaction aussi, parce qu'on a clairement pu enrichir, parce que ce texte a démarré au Sénat, pu réellement enrichir ce texte, avec plus d'une vingtaine d'amendements qui ont été adoptés, d'amendements de mon groupe, ce qui, pour un groupe minoritaire, n'est pas rien, et on est plutôt assez satisfait de ça. En fait, ce qu'il faut voir ce texte, c'est qu'on nous a vendu ce texte en nous disant on va mettre en place la consigne, on va sortir du plastique. La consigne qu'on essayait de nous vendre, c'était une consigne du recyclage. Et donc au contraire qui ancrait l'utilisation du plastique à long terme, c'est-à-dire du tout recyclage. Et il me semble que ce n'est pas la voie qu'on doit prendre. Et donc clairement, l'ensemble, à l'unanimité, le Sénat a replacé cette consigne sur de la consigne du réemploi et de la réutilisation, ce qu'elle doit être. Et puis aussi un texte qui a été très pauvre sur ces diminutions de tout ce qui peut être emballage, matière plastique, etc. Et donc on a déposé un certain nombre d'amendements. Moi j'ai déposé par exemple des amendements pour promouvoir le vrac, le fait que dans les magasins on puisse avoir du vrac avec moins d'emballage, etc. Donc là on a eu quelques belles avancées. Par contre sur les emballages plastiques, on est quand même dans un monde assez absurde où on arrive à emballer des bananes qui ont une protection naturelle, on arrive à emballer des fruits et légumes, on arrive à éplucher des oranges pour les remettre dans un réceptacle en plastique. Donc sortir de ça, qui paraissait assez évident, on a reculé là-dessus. Et puis on avait mis un amendement qui a peut-être été mal compris, qui était un amendement sur la fin du plastique en 2040, qui a été voté dans un premier temps, et puis le gouvernement est vite revenu dessus, avec d'autres aussi, sur les perturbateurs endocriniens, sur l'arrêt des microbilles dans les produits cosmétiques, etc., qui est une vraie catastrophe pour l'eau. Le gouvernement est revenu là-dessus, sur des amendements qui avaient été adoptés en première lecture. Et cet amendement qu'on avait mis en 2040, ce n'était pas une fin en soi, ce n'était pas de dire on attend 2040, c'était d'avoir toute une série d'amendements qui faisaient qu'on arrête le plastique, puisque 2021, ça va être les cuillères, les verres, voilà. Mais on a multitude
de plastique, on est dans une économie de plastique, et c'était de mettre le gouvernement face à sa cohérence ou face à son incohérence. En tout cas de dire, vous nous annoncez que vous voulez sortir du plastique. Vous avez voté, on a voté l'arrêt, la sortie des hydrocarbures en 2040. On a voté la fin des véhicules thermiques en 2040. Soyons logiques et mettons-nous cet axe de la sortie totale du plastique en 2040. Soyons logiques, si on sort des hydrocarbures, on sort aussi du plastique. Et on voit bien que ce n'est pas la volonté du gouvernement. La volonté du gouvernement, c'est suivre les lobbies industriels et de s'ancrer dans cette économie du plastique avec les belles images du tout recyclé. Alors, justement, pour terminer, on arrive bientôt à la fin de cette émission, pour terminer avec une belle image, je vous propose à présent de regarder un reportage qui a été tourné à Notre-Dame-de-Losier, dans une petite association qui s'appelle Terreaux Locaux. C'est Lilian Veillé qui nous présente cette association qui fait du bien. Le maraîchage pour remettre un pied dans le monde du travail. À Notre-Dame-de-Losier, dans le sud Grésivaudan, l'association Terreaux Locaux s'investit pour réinsérer des personnes réfugiées ou écartées de l'emploi au niveau local. Plantation, récolte, désherbage, un peu tous les travaux habituels d'un maraîcher, quoi. Cultiver des légumes de saison, faire du pain ou vendre leur production sur le marché, les 6 salariés en contrat d'insertion sont formés à plusieurs activités pour faciliter leur reconstruction professionnelle. L'objectif de l'insertion par l'activité économique, c'est vraiment d'être un tremplin. Donc le maraîchage et la boulangerie n'est pas une fin en soi, mais c'est vraiment un support d'activité, un support à l'insertion pour que les personnes puissent appréhender ou réappréhender ou connaître, en tout cas pour les personnes réfugiées, quel est le cadre du travail en France, quel est le droit du travail. Des cours leur sont dispensés par des professeurs bénévoles pour se former au français et aux maths en s'adaptant à leurs projets professionnels. Apprendre le vocabulaire du métier, rendre la monnaie et surtout parler la langue, vrai frein au marché du travail. Érythréen. Oui. On a fait le cours de français 2 jours par semaine. C'est lundi et c'est le jeudi. Depuis, on a commencé le cours de français. Je suis un peu à progrès. Grâce aux bénévoles de l'association, Terreaux Locaux participe aussi à la création de richesses dans ce petit village de 500 habitants. Près d'une quarantaine de paniers de légumes sont vendus chaque semaine sur le marché ou dans les magasins environnants. On est en train, grâce au projet, d'impulser une dynamique locale où, par exemple, il y a un petit marché qui est en train de se mettre en place à Notre-Dame-de-Losier alors qu'il n'y avait plus aucun commerce. On a mis en place des repas partagés hebdomadaires qui sont ouverts à tous les habitants. Un dynamisme que comptent garder Terreaux Locaux. L'association projette d'accueillir 16 salariés et de construire une dizaine de logements sociaux sur le village d'ici à 2021. Guillaume Gontard, il y a des belles choses comme ça qui se font sur le territoire. Ah bah c'est sûr que ça fait plaisir. Moi, c'est ce que j'appelle la ruralité heureuse. Et moi, j'y crois vraiment. Souvent, on dépeint la ruralité un peu de manière négative. Non, il se passe des choses formidables dans les villages. Et là, à Notre-Dame-de-Losier, c'est assez fantastique. C'est-à-dire qu'à travers un projet social, un projet d'accueil, on arrive à redynamiser complètement une commune. Ça a été dit, un nouveau marché, une boulangerie qui ouvre, un maraîcher qui s'installe, toute une dynamique qui se met en place autour de l'accueil. Et je dirais que c'est un peu, à travers ce petit projet, c'est un désaveu par rapport à ce que pouvait nous expliquer Emmanuel Macron. L'accueil, ça fonctionne. L'accueil des migrants, l'accueil des personnes en difficulté, ça fonctionne. Et c'est surtout un formidable outil, justement, de redynamisation, de lien social sur les territoires. Et on voit encore une fois que les communes de proximité peuvent réellement agir et peuvent faire des choses très positives comme on vient de voir à travers ce reportage. On a parfois l'impression que les élus du Parlement sont un peu hors sol. Vous essayez, c'est aussi votre rôle peut-être d'expliquer à Paris qu'il y a des belles choses qui se passent comme ça, qu'on peut les utiliser. Ah bah moi j'essaye de le faire le plus que je peux parce que j'y crois réellement, quoi. Et on a l'exemple de Terreaux Locaux, mais j'étais la semaine dernière sur l'inauguration d'un café associatif avec des produits locaux partout dans les villages. C'est peut-être la revanche, en tout cas la revanche des villages, la revanche de la ruralité. C'est là que les choses se passent. On parle de transition écologique, elle se fait dans les villages grâce à des élus dynamiques. Merci beaucoup Guillaume Gontard. Le Récap Info, c'est terminé pour aujourd'hui. Bon week-end et à la semaine prochaine.